Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Actualité oblige, nous allons parler de sécurité. Aujourd'hui, l'hôtel Nord-Sud a été attaqué par une poignée d'individus hier aux alentours de 18h30. Un assaillant tué, 2 suspects interpellés par les forces de l'ordre. Que s'est-il passé ? Cet attentat a-t-il été revendiqué ? La menace s'accroît-elle ? Nos invités répondront à ces quelques questions. Il s'agit de Serge Daniel, journaliste écrivain, professeur émérite André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS Paris, Hassan Koné, il est journaliste à notrenation.com, honorable Idrissa Sangaré, député élu à Bankas, c'est en 5e région, Mopti, Firoun Maïga, de la plateforme spécialiste de questions sécuritaires. Mardi 22 mars, je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation, Peting Diarra assure la technique. Le grand dialogue. Après donc l'hôtel Radisson Blu de Bamako, une autre attaque est survenue hier. Le camp de l'Union européenne 6 à la CU 2000 était sous les feux hier aux environs de 18h30. À l'instar donc d'Abidjan la semaine dernière ou encore Ouagadougou en janvier dernier, l'Afrique de l'Ouest ne cesse d'enregistrer des attaques terroristes. L'Europe ne reste pas en marge puisqu'il y a eu rien que ce matin des soubresauts en matière de sécurité puisque la Belgique a été victime ce matin d'attentats terroriste. Hassan Koné, vous êtes journaliste à notrenation.com. Alors, est-ce que c'est le monde qui change aujourd'hui ? Je ne dirais pas que le monde change aujourd'hui, mais je dirais que le monde est en train de subir vraiment un coup fatal. Et la question qu'on se pose, qui pourra arrêter ce fléau ou ce phénomène aujourd'hui ? Allez-y, Hassan. Je dis la question qu'on se pose, qui pourra aujourd'hui arrêter ce fléau ? Je ne pense pas que le monde change. Mais le monde est aujourd'hui confronté à un fléau qui, chaque jour que Dieu fait des victimes. Et hier soir, j'entendais quelqu'un dire décidément, est-ce que nous ne sommes pas dans une 3e guerre mondiale qui ne dit pas son nom ? Absolument. Alors, Firoun Maïga, vous êtes spécialiste dans les questions de désarmement et autres. Alors, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut dire que le monde est en train de changer ? Oui, bonsoir à M. Touré et à tous les auditeurs. Je voulais juste vous dire, les choses ne viennent pas comme ça. Les choses viennent parce que ça s'installe, ça se construit, l'on voit. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas surpris. La question que je me dis, comment il faut se préparer à ça ? Ce n'est plus une surprise de dire aujourd'hui que ça se passe ici, ça se passe là. Et c'est vrai, on a dit la mondialisation de la sécurité, c'est que nous sommes nous-mêmes, notre fragilité, notre vulnérabilité, notre système de défense, notre système sécuritaire. Il faut voir aussi quel est le maillon faible qui a attisé le feu, ainsi de suite. L'insécurité est là. Maintenant, la nouvelle donne, c'est cette nouvelle vision avec laquelle nous sommes en train de gérer, de discuter de la sécurité à 2 niveaux. Et ça pose problème, et pour l'Europe, et pour l'Afrique, et plus forte raison pour nous. La question, comment est-ce que nous allons réagir ? Est-ce que nous allons paniquer ? Est-ce que nous allons laisser la rue ou la menace prendre le pas sur nous ? Je pense que c'est le moment de se ressaisir, pour l'Afrique de se ressaisir, pour l'Europe, et de savoir que c'est un danger qui est nouvel, il faut de nouveaux systèmes, il faut l'adapter aux réalités, et à ce moment, se confronter et puis voir ce qui peut revenir. Honorable Idrissa Sangaré, vous êtes député élu à Mopti, une des régions sensibles donc, du pays. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces données sécuritaires qui changent très rapidement dans le monde, et notamment dans notre pays? Ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que l'humanité commence à s'habituer à cela. C'est devenu un phénomène mondial. Ce n'est pas le problème d'un pays, ce n'est pas le problème d'un continent. Et comme l'a dit Firoun, vraiment, il faut maintenant chercher les racines, l'origine même de ce fléau et le combattre. Professeur André Bourgeot, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend parfaitement ici en studio à Bamako. Alors, professeur, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec toutes ces violences liées au terrorisme, à l'extrémisme religieux ?
Au vu de toutes les actions qui sont menées, j'observe qu'il y a des mutations, voire des transformations profondes au niveau mondial. En ce qui concerne les activités du salafisme djihadiste, j'observe qu'il y a une extension extrêmement importante, puisque maintenant pratiquement tous les continents sont touchés. Peut-être à l'exception du continent américain, mais l'Europe est touchée, l'Afrique est touchée, l'Indonésie, le Moyen-Orient bien sûr, et la Turquie. Donc une extension importante d'une part, et d'autre part aussi un rapprochement de toutes ces activités. C'est-à-dire, autrefois, il y avait une distance entre tous les 2 mois, tous les 3 mois, maintenant c'est extrêmement rapproché. Donc la question que je me pose est la suivante, c'est que dans un contexte de mondialisation capitaliste en crise, est-ce que l'on n'assiste pas, au vu de ce que je viens de dire, à une sorte de djihadisme mondialisé, ou en tout cas qui serait en train de se mondialiser, compte tenu, encore une fois, de toutes les activités qui sont menées et aux conséquences extrêmement graves sur l'ensemble du monde. Voilà un peu comment je poserai la question. Merci professeur, restez donc avec nous. Serge Daniel, vous êtes journaliste, écrivain. Est-ce que vous nous recevez, Serge Daniel? Je vous reçois. Alors revenons un peu sur ces événements de l'hôtel Nord-Sud hier. Qu'est-ce que l'on sait déjà? Alors ce qu'on sait maintenant avec précision, c'est que ils étaient au moins 2. Il y avait au moins 2 assaillants qui ont ciblé directement l'hôtel. Parce qu'à un moment, vous avez entendu le ministre malien de la Sécurité se poser la question de savoir s'il n'était pas venu attaquer une banque qui était à côté. Non, il ne s'agissait pas de la banque. C'est un attentat terroriste là. Plusieurs sources le disent de manière claire et de manière précise. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous avez au moins 2 jeunes. Vous avez vu, un a été tué, donc un assaillant a été tué. Vous avez vu la photo ou les photos qui ont circulé. J'étais dans la zone de l'ACI où ça s'est déroulé hier. Ce qui a frappé, vous avez vu son accoutrement. Il avait des chaussures, je ne vais pas faire de la publicité pour une marque de chaussures, mais c'était des chaussures neuves, mais c'est une fausse fabrication, c'est pas le vrai. Donc, c'est qu'il a acheté sur le marché. Donc, ils ont une capacité de pouvoir se comporter comme vous et moi, un peu avant les attentats. C'est-à-dire, il va dans un marché, il achète une chaussure, un jean neuf et il vient commettre un attentat. L'autre élément qu'on a aujourd'hui, également encore, c'est qu'il y a des assaillants qui est en fuite, il serait blessé. Vous avez vu aujourd'hui le lycée français a fermé, justement parce qu'il y avait, par précaution, parce qu'il y avait cet assaillant blessé qui est dans la nature. Vous avez vu le renforcement du dispositif sécuritaire, notamment à la cité administrative, là où sont la plupart des ministères. Donc voilà ce qu'on sait. Maintenant, il y a 2 suspects qui ont été arrêtés, mais je pense que l'un des 2 suspects n'a strictement rien à voir avec l'affaire. C'est un artisan que je connais, qui était là-bas parce qu'il avait rendez-vous avec un client dans la zone. Il était là au mauvais moment. Alors, l'autre analyse, ça c'est matière d'information. Mais l'analyse que moi j'aimerais faire, j'ai entendu dire tout à l'heure que c'est un djihad mondialisé ou quoi. Non, les cibles ne sont pas les mêmes. Ici, que ce soit à Bamako, que ce soit à Grand Bassam ou que ce soit à Ouagadougou, ce qui frappe, c'est plutôt l'Europe ce sont d'abord les Européens qui sont visés. Vous avez vu ici, c'était à l'Union européenne, la mission de l'Union européenne qui forme les soldats maliens, c'est quand même un symbole. À Ouaga, vous avez vu, c'était des hôtels et un restaurant fréquentés essentiellement par des Occidentaux, même si, bien sûr, les locaux ont été visés. À Bassam, ceux qui étaient visés après le communiqué d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'était bien sûr d'abord les Français qui étaient visés. Donc ça, c'est quand même assez frappant. L'autre remarque que j'aimerais faire, parce que je ne vais pas mobiliser la parole, c'est que vous avez quand même des équipes mobiles, très mobiles. Ils sont 2, 3, 4. 2, 3, 4. C'est le cas à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam. Ensuite, ils arrivent quand même à pénétrer assez facilement dans les pays, puisqu'ils arrivent même à brouiller les pistes, parce que dans les premiers communiqués, que ce soit à Bamako, Ouagadougou ou à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, vous avez vu, les autorités ont parlé d'un nombre supérieur d'assaillants, ce qui n'était pas vrai. Alors, Serge Daniel, est-ce qu'on a déjà eu vent de revendications suite à ces attaques hier à Bamako? Alors, c'est très intéressant parce que lors des 3 dernières attaques, c'est-à-dire à Bassam, à Ouagadougou et l'attaque du Radisson, alors que l'attaque n'était pas terminée, on a tout de suite eu une revendication qui était Al-Qaïda au Maghreb islamique. Actuellement,
Deuxièmement, il y a un site mauritanien pour qui j'ai beaucoup de respect qui laisse penser que c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique ou Al-Mourabitoun en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Al-Mourabitoun, le Front de libération du Massina, ou là encore la Katiba comment ça s'appelle Ansardine, ce sont des Katibats d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, des unités combattantes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tous ces groupes ont fait allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique. On n'a pas officiellement double-checké la revendication, mais ça semble bien porter la main de terroristes. Il faut attendre peut-être 2 ou 3 jours pour savoir exactement quel est le groupe, le sous-groupe, la Katiba, ou même la petite Katiba. Une petite Katiba s'appelle une Sharia qui a mené l'opération. Merci Serge Daniel, restez donc connectés avec nous pour la suite de cette émission. Hassan Kouné de notrenation.com, vous êtes journaliste. Il existe aujourd'hui des baromètres de la sécurité quand on parle de dangerosité, quand on voit que le groupe français de gestion de risque à l'international estime que le risque terroriste est au niveau 5, sur une échelle de 5 quand même au Mali. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvoir changer cette donne-là aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, changer cette donne, si c'est par rapport au dispositif sécuritaire du pays, je doute fort que le Mali seul puisse faire face aujourd'hui à ce problème et qui nous prend pratiquement par le cou. Et je me demande si notre dispositif n'est même pas un peu désemparé vu l'ampleur du phénomène. Parce que n'oubliez pas que depuis la crise de 2012, et le dispositif sécuritaire malien est en construction. Et un dispositif en construction... Est-ce qu'au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas aller très rapidement? Oui, je pense qu'il faut aller très rapidement, mais on va te dire qu'un système sécuritaire efficace ne se construit pas en 1, 2 jours, 3 jours. Parce que c'est des hommes qu'il faut former, c'est des hommes qu'il faut recruter, c'est des hommes qu'il faut former, c'est du matériel qu'il faut acquérir. Et quand on sait dans le dispositif dans lequel aujourd'hui nos États se sont mis par rapport à certains accords et conventions, il n'est pas facile à un État, même si tu as les moyens financiers, d'acquérir certaines armes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très compliqué la situation du Mali aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai, de part et d'autre, en Afrique de l'Ouest, on traite le Mali de maillon faible. Mais personnellement, je ne crois pas que le Mali soit le maillon faible. Je pense que ce qui arrive au Mali, et il y a certains États africains, si ça arrivait à ces États allaient pratiquement disparaître aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'il y a un effort qui est fait, mais le dégât est tellement énorme que ça va demander des efforts exceptionnels et il faut véritablement un accompagnement sincère de la communauté internationale. Moi, je pense que dans le dossier malien, la communauté internationale est en train de tergiverser et c'est ce qui fait qu'on tourne en rond depuis un certain temps. On n'arrive même pas à sortir dans la gestion de la crise du nord du Mali. Et peut-être il faut rapidement qu'on sorte de cette gestion de la crise du nord du Mali pour prendre encore à bras le corps la gestion du phénomène rampant du terrorisme qui est en train d'aujourd'hui tendre ses tentacules dans toute la sous-région. Firoun Maïga, alors est-ce qu'on peut dire que cette attaque était prévisible, surtout sur un camp militaire, on va dire? Oui, ben moi je pense qu'au regard de ce que nous avons connu par le passé et ce qui s'est passé hier soir, j'étais à Tombouctou, donc je voyais ça de loin. Et pour vous dire qu'on était beaucoup attachés à Bamako et puis tout le monde était ébranlé. Moi je veux dire qu'il y a deux choses que j'ai remarquées. À Radisson, les gens se sont retrouvés un peu dans le nuage un peu moins. On a vu, c'était les médias français et européens qui ont fait la capacité d'intervention a connu un peu. Mais cette fois-ci, imaginez-vous que la capacité d'intervention des forces de sécurité maliennes a été immédiate. Entre les détonations et l'arrivée des forces de sécurité maliennes sur les lieux, sécurisation et prise en main et prise en compte de ces autres-là et l'appui des autres, ça a été très très rapide. Ça, il faut le saluer. Ça veut dire qu'il y a une grande évolution. Ça, il faut que les Maliens comprennent que leur armée, autant vulnérable qu'on le pense, aujourd'hui est en train de tirer les leçons et de voir les conséquences de ce qui s'est passé et de se rajuster. Bon, il n'y a pas quelque chose de fait en soi. Ce qui se passe en Belgique, ailleurs, c'est la même chose. Devant cette situation-là, on ne peut pas être au top. Ça, c'est une avancée considérable. Ce que je veux juste dire, ce genre de situation, quand on les met dans un paquet, on regarde le côté religieux. Nous sommes à 99% un pays musulman, religieux avec tous les courants. Donc, quelque part, il faut
regarder la communauté internationale qui peut nous appuyer, mais il faut regarder vers soi-même et se dire ce problème qui nous arrive, parce que ce que nous avons vu hier soir n'est pas français, n'est pas autre, c'est une partie de nous-mêmes. Quelle solution il faut trouver? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités maliennes, la société civile malienne doit regarder à l'intérieur de lui-même et se dire qu'est-ce que je dois ressortir pour contenir ça. Et ça, je pense qu'il y a des espaces d'expression, il y a des espaces de collaboration, de cohabitation qui feront que, bon, dans la réflexion, on peut aller. Mais moi, je tiens à vous dire qu'hier soir, j'ai été un peu plus fier. Il y a une petite note que les gens n'ont pas compris. Après 10 minutes, on pensait à un bloc. Et après, vous voyez, sur la télé, l'ORTM a repris l'incident. Ce que nous n'avons pas connu par le passé, on a dit qu'on était à côté. Mais donc, les forces de sécurité et de défense, la DIRPA, a fait un travail rapide, de visionner l'image, essayer de faire des commentaires, prendre et remettre à la radio, à la télé, pour que les Maliens puissent suivre en temps. Et ça, il faut le saluer. Toute l'information, d'accord. On va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons pour la suite de ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez donc le grand dialogue du studio Tamani. On parle de l'attaque du camp de l'Union européenne à Bamako hier et cette menace terroriste qui s'accroît. Avec nous dans le studio, Hassan Koné, il est de notrenation.com, honorable Idrissa Sangaré, député élu à Bankas. Au téléphone, Serge Daniel, journaliste écrivain, professeur émérite André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS Paris. Voilà. Honorable, je reviens vers vous avec cette question-là. On a vu dans le cercle de Bankas, justement, que 2 présumés terroristes ont été tués hier. Qu'est-ce qui s'est passé à Bankas? Non, j'ai rectifié. Hein. Il ne s'agit pas de présumés terroristes. En fait, je crois que ça doit être des règlements de compte entre communautés, notamment communauté Peul et communauté Dogon. Mais parmi les 2 victimes, il y avait effectivement un présumé terroriste qui a été arrêté en novembre 2015, transféré à Bamako ici, puis libéré par la justice. Il se trouve que depuis son retour, son intégration au sein de la communauté posait problème, notamment du côté de la communauté Dogon, qui ne voulait plus l'accepter. Et dès lors, il était une cible, en tout cas de la part de cette communauté-là, qu'il a même dénoncé au niveau des autorités. Mais celle-ci, après vérification, dit bon, il a été arrêté, bon, la justice l'a libéré, ça veut dire qu'il n'est pas un terroriste. D'ailleurs, il était venu à Bamako ici, arrêté avec plusieurs autres personnes qui ont toutes d'ailleurs été libérées. Donc, il ne s'agit pas de terroristes, il s'agit d'un règlement de compte entre communautés. Ça s'est passé le samedi. Il semble que c'est l'autre ethnie qui a tendu, en tout cas, un piège, une embuscade à ces 2-là qui étaient à moto et donc qui les ont tirés à but portant. On peut écarter donc non, les terroristes tout à fait. de ce conflit qui se veut plutôt ethnique. Tout à fait. Serge Daniel, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. Alors, une fois de plus, on voit que cette attaque prouve quand même l'audace de ces terroristes, surtout quand on regarde le jeune âge de ceux qui ont attaqué, notamment celui qui est mort. On a vu les photos, il est très très jeune aujourd'hui. Alors, j'en parlais avec des spécialistes hier, et c'est un peu mon point de vue. Nous avons toujours que ce soit dans la sous-région, disons, nous avons toujours des jeunes qui sont facilement endoctrinables, qu'on peut récupérer, qu'on peut recruter, à qui on donne de l'argent, à qui on donne de l'argent à leur famille, mais surtout on ne le fait pas, c'est pas un lavage du cerveau qu'on le fait, mais un surchauffage du cerveau. Parce que si vous connaissez l'hôtel Nord-Sud, à Bamako Intramuros, c'est pour moi l'endroit aujourd'hui le plus sécurisé. Il est plus sécurisé d'ailleurs que l'Amitié. Donc s'ils ont eu ce courage d'aller se présenter devant le checkpoint d'entrée de l'Union de ce bâtiment, ça veut dire que quelque part, c'est pas le courage, c'est plutôt un surchauffage de cerveau dont ils ont été victimes. Donc effectivement, ça prouve que les terroristes continuent par recruter des jeunes. Quelqu'un hier, après avoir vu le corps de ce jeune homme, a dit il doit être mineur, visiblement, il a environ 16 ans. Donc, effectivement, c'est un problème. Donc, ça nous pose un autre problème. Ce sont les alternatives qu'on propose à notre jeunesse aujourd'hui, que ce soit dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ça devient un problème
assez sérieux. Moi, j'avais vu déjà, pendant l'occupation dans le nord du Mali, à Gao plus précisément, j'avais vu des jeunes, des très jeunes dans dans les groupes islamistes, notamment au sein du Moujao. Mais j'avais l'impression que ces jeunes ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient là. C'était des jeunes qui se baladaient devant les hôpitaux avec des armes, etc. J'avais l'impression que c'était un peu pour la photo. Mais quand on voit le mode d'opération dans les attentats de Bamako, de Ouagadougou, de Grand Bassam, on voit des jeunes, ce sont des jeunes également, et cette fois-ci, vous voyez, ce sont des jeunes endoctrinés, mais qui n'ont pas la barre, c'est-à-dire que désormais, on recrute au sein de toutes les couches sociales, au sein de toutes les populations, surtout pour passer inaperçu, mais des jeunes quand même qui ont la capacité d'infiltration, de pénétration dans des villes intramuros comme Bamako, comme Ouagadougou et à Grand Bassam. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup et vous faites bien, à mon avis, de poser la question sur le recrutement de ces jeunes-là. Professeur André Bourgeot, vous nous recevez ? Oui, je vous entends. Alors, professeur Bourgeot, quand on voit quand même qu'à Bamako, à Ouaga, on a toujours vu que ces terroristes se sont attaqués à la cible civile et cette fois-ci, on voit quand même qu'ils ont attaqué une installation militaire. Est-ce qu'il y a un changement de méthode où il y a plus d'audace, plus de volonté de nuire aujourd'hui de ces forces négatives ? Dans le cadre de l'internationalisation des pratiques djihadistes, j'insiste sur l'aspect internationalisation, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, ça me paraît évident. Ça me paraît évident aussi qu'elle s'exporte en Turquie, en Indonésie, sur l'Europe. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner. Maintenant, les cibles évoluent. Dans le contexte des mutations du djihadisme, il y a des capacités d'adaptation qui sont extrêmement importantes. On voit ce qui s'est passé sur une profondeur historique de 2 ou 3 ans. On voit bien comment ça évolue. Par exemple, ce qui s'est passé récemment à Bamako, tout le monde reconnaît que c'est un petit groupe composé de 2 ou 3 personnes. Autrefois, c'était 6, 10, et quelque chose. Donc, ils ont recours à la mobilité. Pardon, excusez-moi, c'est la bronchite. Pardon. Voilà, donc les cibles évoluent. La cible nouvelle en ce qui concerne le Mali et la Belgique, c'est quand même aussi l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, le fait que ce ne soit pas revendiqué, ça ouvre la porte à toutes les interprétations possibles. Est-ce que c'est effectivement des groupes djihadistes? Est-ce que c'est des règlements de compte intercommunautaires, comme l'a souligné un de vos intervenants? C'est pas du tout impossible, mais ça veut dire aussi que ça entretient une confusion qui est déjà extrêmement importante sur l'ensemble du territoire malien, et cette confusion fait en sorte que c'est très difficile d'établir des analyses pertinentes. Voilà un peu ce que je pense. Si c'est effectivement des conflits intercommunautaires, ça veut dire que le communautarisme aussi politise les identités. Et si effectivement c'est des conflits entre Dogon et Peul, ça renvoie à un passé probablement aussi conflictuel. C'est la raison pour laquelle tout se mélange. Ça veut dire des activités criminelles, des règlements de compte, y compris aussi dans le septentrion malien, le problème d'accès au pâturage. Donc tout ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile d'y voir clair. Merci professeur, restez donc avec nous. Firoun Maïga, vous êtes aussi de la plateforme des groupes armés aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez interpellé? Est-ce que on a vu certains pointer du doigt les groupes armés qui nous ont dit, bon, ce sont ces groupes armés qui nous ont ramené d'abord cette idéologie extrémiste djihadiste parce que ce sont eux qui ont composé avec ces extrémistes. Oui. Oui, je m'excuse. Je comprends le point de vue. Le Nord a connu une crise que tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'occupation. Tout le monde sait les groupes qui ont intervenu dans ce sens-là. Et il y en a aussi d'autres qui n'ont pas été d'accord, qui se sont alignés du côté de l'État pour faire face. Et nous savons quand même qu'il y a un abandon du territoire et qui a été occupé par d'autres personnes et
qui a permis l'installation de tout ce qui est en train de se faire. Donc il est possible que les mouvements soient interpellés, mais je voulais juste vous dire que les mouvements signataires de l'accord sont totalement engagés dans un processus, il faut qu'on le reconnaisse. Mais il faut savoir aussi que par rapport à la signature de l'accord et par rapport à la sécurisation de ces régions et par rapport à la présence d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec, même si on le dit quand même que c'est des vases communicants, il y a quelque part où il y a des passerelles, on le sait, mais il faut reconnaître que l'État sort fragile de l'occupation. Un accord est signé qui ne voit pas encore le bout du tunnel, on est en train de nous revoir. Vous avez toute une génération de jeunes depuis 2090-2012 qui sont désœuvrés, qui sont en train de chercher des repères. Vous avez des familles démunies, vous avez des personnes réfugiées qui n'arrivent pas à retrouver. Il y a tout un espace dans ce nord dans lequel les gens vont de gauche à droite. Donc il est possible que dans ce terreau, comme l'a dit Cher Daniel et tous les autres, on va recruter là où il y a du potentiel. Et le potentiel aujourd'hui vulnérable, c'est les plus jeunes. Mais il n'est pas dit que plus jeune avec une arme doit être assimilé à un mouvement. Non. Je pense qu'aujourd'hui, on doit revoir le problème autrement, le traiter. Il y a d'autres acteurs qu'on n'a pas voulu mettre jusqu'à présent dans le dispositif sécuritaire pour faire face. Il faut que l'État malien y pense. Ils sont là, ils sont avec nous. Et je pense que vous venez de dire djihadistes. On parle de quel acteur concrètement? Oui, je parle aujourd'hui de tous ceux qui sont les religieux, qui sont de confessions différentes, qui sont des sunnites, qui sont des chiites, qui sont d'autres obédiences, duquel relèvent ces courants, qui font leur prêche et qui s'assimilent, leur idéologie, leur vision recoupent. Ils ont un espace d'expression, ils le disent et on les accepte. Ce jeune Jean que j'ai vu, c'est un jeune. Moi, je dirais que c'était un rappeur. Peut-être qu'il a regardé l'hôtel, il a dit, bon, écoute, je vais me faire entendre. Mais au fond, quand je le vois avec une arme, je vois avec autre, je vois son jean et je vois ses baskets, ça veut dire que si c'est comme ça, comme l'a dit Cher Daniel, bon, il est important. Comment est-ce qu'on peut lier, on peut voir ces jeunes et pouvoir les assimiler à des terroristes alors qu'ils sont des véritables jeunes rappeurs comme on le voit. Moi, je me dis, mais il y a une façon de faire, il y a une façon de rechercher, mais tout ça, ce n'est pas la communauté internationale. Moi, quand on parle de la communauté internationale, je dis oui, elle peut venir en appui. Je pense que cette crise, nous sommes le maillon faible. Le monde entier comprend que cette crise est passée par le Sahel. On a fermé les yeux à un moment. Aujourd'hui, on se rend compte que ça atteint l'Europe. Nous ne sommes pas les seuls responsables, nous ne sommes pas responsables de ça. Mais je pense qu'il faut revenir encore à nos sources et nous voir nous-mêmes et nous dire, bon, il faut qu'on fasse attention et qu'on voie ce qu'il faut faire. Merci Firoun Maïga. Honorable Idrissa Sangaré, vous êtes député à Bankas. On voit que le terrorisme aujourd'hui se globalise. On a vu 3 Maliens arrêtés en Côte d'Ivoire suite à l'attaque de Rambassam, la Belgique qui est attaquée ce matin. Qu'est-ce que cela vous suggère? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Moi, je dis que le cas malien est un peu spécifique. Comme Firoun l'a dit, il y a eu des problèmes ici, le coup d'État, l'occupation. Ça, c'est des facteurs, en tout cas, qui ont favorisé un terreau pour le terrorisme au Mali. Et d'ailleurs, si vous suivez un peu, que ce soit l'attaque de Ouagadougou, que ce soit l'attaque de Bassam, ils sont tous en train de lorgner du côté du Mali. On pense que les commanditaires, ou bien en tout cas les auteurs, viennent du Mali. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, lorsque Serge dit que ce sont les Blancs qui sont visés, ça, c'est dans les grandes villes. C'est dans les grandes villes, les hôtels, Radisson à Bamako, Byblos à Sévaré. Mais à l'intérieur du pays, ce ne sont pas les Blancs qui sont visés. Donc, il y a peut-être lieu de faire une sorte de classification du terrorisme. Donc, il y a aussi des exactions, des meurtres qui se passent à l'intérieur du pays. Bien sûr, combien de gendarmes ont été tués, combien de policiers ont été tués. Ça ne sont pas des Blancs, ça c'est chez nous ici. Et les auteurs, on les assimile à des terroristes. Parce qu'ils viennent, si je prends l'attaque du 12 septembre à Wankoro dans le cercle de Bankas, les djihadistes qui sont venus sont au nombre de 3. La gendarmerie se trouve juste au bord de la route, au bord du marché. Mais ils ne se sont pris qu'aux gendarmes. Il y avait des boutiques, il y avait de l'argent, il y avait tout. Mais ils ne se sont pas intéressés à tout ça. Ils ont tué les gendarmes et ils sont partis. Ils sont restés pendant 1 heure de temps. Ils pouvaient emporter des marchandises, ils pouvaient emporter de l'argent. Donc, ils ont des cibles bien précises. C'est l'État, les symboles de l'État. Ce ne sont pas seulement les Blancs. Donc, les dispositifs sécuritaires du Mali doivent, en tout cas, prendre tous ces paramètres-là. Ne pas se limiter seulement au niveau des hôtels. À l'intérieur, aujourd'hui d'ailleurs, à l'intérieur, c'est beaucoup plus inquiétant. Et là également, si quelque part ce sont des étrangers, mais de plus en plus,
ce sont les fils de ces pays-là. Ce sont les fils de ces pays-là. Que ce soit au niveau de la falaise de Sama ou vers tout autre là. On a retrouvé des Maliens. Les cartes d'identité qu'on a trouvées, c'est des Maliens, c'est des jeunes Maliens. Donc vraiment, que ce soit du côté de Douanza, du côté de Bankas, du côté de Koro, il y a certes des étrangers, mais il y a également des Maliens. Il faut en tout cas obligatoirement prendre tous ces paramètres en compte. On va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons dans ce studio pour continuer ce débat. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La menace terroriste s'accroît-elle dans le monde et particulièrement au Mali? C'est le sujet du grand dialogue d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Serge Daniel, il est journaliste écrivain, professeur émérite André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS Paris, Hassan Kone, journaliste à notnation.com, honorable Idrissa Sangaré, député de Bankas, Firun Maïga nous a aussi fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Serge Daniel, rapidement une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui les réseaux djihadistes dans le monde sont interconnectés? Interconnectés, je dirais non. Non, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que tous les soirs ils s'envoient des mails ou ils téléphonent, etc. Je ne crois pas du tout à cela. Mais en revanche, vous avez quand même la télévision. Ils écoutent la télé, ils écoutent les radios, ils vont sur Internet. Pour moi, Internet est un peu l'arme nucléaire d'Al-Qaïda ou des terroristes parce qu'ils peuvent communiquer entre eux, certes, mais ils peuvent voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est quand même très important. Je voulais dire deux choses pour continuer. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais je ne voulais pas du tout dire que les attaques visaient seulement les Occidentaux. Mais je voulais tout simplement quand même préciser que j'aurais pu aller jusqu'au bout de ma pensée en disant qu'on constate quand même qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une espèce de spécificité entre AQMI, les crimes commis par AQMI, et de l'autre côté par Boko Haram. Oui, Boko Haram, ils rasent, permettez l'expression, elle est douloureuse. Ce sont les villages qu'ils attaquent, ils tuent des dizaines de populations locales. Boko Haram s'attaque rarement aux étrangers, parce que, et probablement ces étrangers font attention. Mais ce qu'on constate sur AQMI, donc dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina ou dans le cas de la Côte d'Ivoire, AQMI s'attaque aux étrangers et aux locaux. C'est important de le souligner. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était un rappeur qui avait attaqué. Non, disons plutôt qu'il était habillé comme un rappeur. Là encore, il y a une malice, c'est-à-dire, habillé comme un rappeur, il pouvait passer inaperçu. C'était le sous-entendu de Firun Maïga qui l'a assimilé. Les djihadistes, ici dans l'Afrique de l'Ouest, ailleurs, parce que vous parlez de l'interconnexion, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Vous avez vu en France, ils n'étaient pas 50, ils n'étaient pas 40. Ici, ils sont 3, 4. Donc, facilité de pénétration dans ces zones-là, avec, on l'oublie souvent, sûrement des complicités locales. En Côte d'Ivoire, on a arrêté des complices. Ici, à Bamako, vous vous souvenez, après le passé attentat, mais l'avant-dernier attentat, on a arrêté des complices également. Donc, il y a des complicités locales lors de ces attentats, lors de ces attaques, ce qui rend complexe, difficile le travail des policiers, des forces de sécurité pour éradiquer ce mal. Hassan Kone, vous êtes de notnation.com. On a vu quand même que sous occupation, il y a eu Boko Haram qui est venu faire un tour. Sous occupation, il y a eu AQMI. Il y a eu énormément de mouvements djihadistes qui ont occupé, et beaucoup d'étrangers, des Pakistanais, des Libyens, etc., qui ont occupé à un moment donné le nord du Mali. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une quelconque aide de la part d'autres djihadistes, des Chebab du Soudan, de Boko Haram, aux djihadistes extrémistes qui existent au Mali? Bon, il est clair que on constate aujourd'hui de plus en plus de jeunes Maliens qui ont embrassé ce mouvement. Mais à l'origine, ce n'est pas un phénomène qui vient d'ici. Ce n'est pas un phénomène qui vient d'ici, c'est un phénomène qui a été importé à la faveur de la crise du Nord. Et il y a un terreau favorable au Mali. Il y a un terreau favorable aujourd'hui avec tous ces jeunes Maliens qui ont suivi le cursus d'un mode d'éducation bien précis à travers les médersa et sans ouverture pratiquement en termes de profession. Il y a tous ces jeunes-là qui constituent aujourd'hui un terreau favorable. Et sans oublier qu'il y a un extrémisme religieux
qui est en train de prendre de l'ampleur au Mali sans que cela ne se dise. Donc, tout cela mis bout à bout et nous met dans une situation telle que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que même on ait l'émergence de certains leaders chez nous ici. On parle de plus en plus de cette, comment on appelle, Amadou Koufa et Keïta de la Katiba du Massina Sud aussi. Et Keïta de la Katiba du Sud. C'est des Maliens, mais ils ne font qu'imiter ce qui se fait ou se passe ailleurs. Alors, professeur André Bourgeot, comment est-ce que ces réseaux sont organisés en général? Difficile à répondre. Ce que je pourrais dire, pour rebondir un peu sur votre première question, sur les capacités de prévisibilité des actions, je crois que tous les spécialistes du renseignement tombent d'accord sur le fait qu'ils peuvent avoir des informations sur les réseaux, qui est qui, les situer, etc., mais qu'ils ne sont pas du tout en mesure de dire tel jour à telle heure et tel groupe va intervenir pour faire un attentat. C'est ça, les choses. Bon, en France, c'est évident. Donc, pour comparer avec la situation au Mali, où probablement les services de renseignement sont moins structurés, moins de pratiques, etc., j'observe qu'en France, où les services de renseignement sont extrêmement efficaces, structurés, et tout ça, ça n'a pas échappé du tout aux interventions des groupes djihadistes. Je fais référence au Bataclan. Donc le problème est suivant, c'est comment enrayer ça. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre ce djihadisme-là uniquement par des mesures sécuritaires. Ensuite, sur les jeunes, j'observe qu'effectivement, il y a un rajeunissement qui se fait. Mais n'oubliez pas les guerres qu'il y a eu en Afrique, l'utilisation des enfants soldats, c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, en troisième lieu, je pense qu'il faut quand même pas minimiser les processus de fanatisation, le terme n'est pas très beau, mais de fanatisation de tous ces jeunes-là. Et ensuite, je crois que les spécialistes le reconnaissent tous, c'est que quand ils vont faire des attentats, ils sont aussi sous l'effet d'une drogue dont j'ai oublié le nom, qui les rend invincibles. Donc ils ont l'impression d'être effectivement invincibles, donc ils n'ont plus de rapport à la mort. Ils ne sont plus du tout dans des pratiques mortifères, ni dans des consciences qui diraient je vais dans le sens du martyr. C'est ça aussi qui me paraît important. Merci, professeur André Bourgeot. Restez donc avec nous. Firoun Maïga, on a vu hier sur le terrain qu'il y avait quand même plusieurs forces réunies sur le terrain. Il y avait les Nations Unies, il y avait l'EUTM, il y avait l'armée malienne, il y avait la gendarmerie malienne, la police malienne. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne coordination entre toutes ces forces présentes aujourd'hui? Oui, moi je me dis par rapport à ce que nous avons vu à l'hôtel Radisson, oui, mais on n'était pas du tout, on ne sait pas, à l'intérieur de ce dispositif sécuritaire d'intervention, vous savez, il y a des mécanismes, il y a ce qu'on ne dit pas. Mais de ce que nous avons vu à Radisson, on a vu l'armée malienne qui était en avant, on a vu les autres. Mais je pense que hier soir, la coordination a été impeccable, l'intervention, la réaction a été rapide, de tous les côtés, le soutien a été là. Et puis bon, il y a aussi vous savez, ici les Maliens sont tellement curieux que quand ils viennent, tout le monde vient. J'ai vu des images où il y avait des militaires qui venaient du sport, il y avait d'autres qui étaient là. Tout le monde était prêt à collaborer et tout le monde a accompagné pour identifier celui qui était en fuite, celui qui avait vu. Donc il y a une collaboration et je me dis aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui s'explique du fait que la population comprend qu'elle a une responsabilité chaque fois qu'il y a des événements à collaborer, à donner. Mais d'une manière plus large, je pense que la coordination entre les forces, que ce soit les forces onusiennes, internationales et les forces maliennes, hier soir, on a démontré quand même à la perfection quelque chose qui a été très bien. Et je pense que demain, ça pourrait anticiper pour intervenir et voir autre chose. La seconde partie, c'est qu'il n'y a pas de sécurité zéro, quoi. Vous comprenez? D'accord. Serge Daniel, vous étiez sur le terrain hier, puisque je vous y ai vu. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y avait une bonne coordination? Vous trouvez que les différentes forces présentes dans le pays ont une parfaite coordination pour travailler?
Ça oui. Moi j'ai trouvé ça à la CIC qui m'a fait. Il y a 3 choses qui m'ont frappé. D'abord, vous avez vu les véhicules. Si je vous ai reconnu d'ailleurs, vous étiez là-bas également, mais vous aviez plus peur que moi. Ça vous le dites pas. Il y avait la BAC, la brigade anticriminelle. Vous avez les forces spéciales de la police. Il y a une parfaite coordination d'abord à mon avis entre les forces spéciales maliennes, parce que vous savez, comme dans tous les pays, il y a parfois la guerre de. Il y a parfois une petite guerre entre les différentes forces. Ça, c'était très intéressant. Mais à partir du moment où, vous savez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont tenté de franchir, les assaillants ont tenté de franchir le checkpoint de l'hôtel Nord-Sud, ils ont ouvert le feu sur les gardes. Et donc les gardes ont répliqué. Et quand les gardes ont répliqué, il y a un qui est tout de suite qui a été tué, l'autre blessé s'est enfui. À partir de là, il fallait traquer les terroristes qui étaient dans la nature. Il fallait sécuriser la zone, ça c'est très important. Et j'ai trouvé qu'il y avait une parfaite coordination entre les forces. Vous avez vu ensuite qu'au dernier moment, il y a eu des blindés de la mission de l'ONU qui sont arrivés, des véhicules blindés avec des casques bleus, mais que effectivement au cœur de l'action, on avait des forces maliennes. C'était plutôt assez bien coordonné, mais ça veut dire également, je l'ai entendu tout à l'heure, que c'est une armée qui se remet, c'est une armée qui a à nouveau le moral, qui a à nouveau les moyens. Vous avez vu quasiment tous ceux qu'on a vus hier comme force de sécurité du Mali avaient des gilets pare-balles par exemple, alors qu'il y a 2 ans, tous n'en avaient pas du tout. Donc, bonne coordination, je dirais, des forces de sécurité. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que vous avez quand même un individu qui est actuellement très recherché dans la capitale malienne. Alors, est-ce qu'il y a justement des risques justement avec cet individu-là ? Quels sont les risques aujourd'hui pour Bamako, étant donné qu'il y a un terroriste blessé dans la nature ? Je pense que les dispositions sont prises, puisque, je ne vais pas rentrer dans les détails. On n'est pas là, peut-être qu'ils nous écoutent également, puisque des médecins ont été, des cliniques ont été prévenus, des centres de soins, et qu'il semble que quelqu'un aurait été repéré. Il y a un risque. Le premier risque, c'est que par exemple, ils portent une ceinture d'explosifs, et que lorsque dans un milieu public, par exemple, ils décident par exemple de s'exploser, ou qu'ils puissent riposter, ou qu'ils puissent attaquer. Mais le risque zéro n'existe pas, quelqu'un le disait tout à l'heure. Ça a été une gestion, je dirais, admirable d'une crise par les forces locales, mais ajoutons-le quand même avec l'appui, avec la collaboration, si vous préférez, des forces étrangères qui sont au Mali. Idrissa Sangaré, vous êtes député élu à Bankas. On parle de déradicalisation. On a vu qu'à Mopti, il y a encore un petit moment, il y avait ce vent de déradicalisation. Environ 200 jeunes qui ont accepté de déposer ces armes. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? Bon, effectivement, je sais qu'il y a des initiatives allant dans ce sens. Mais je ne sais pas si concrètement ces 200 jeunes ont déposé les armes. Mais je voudrais toujours revenir sur le cas spécifique du Mali. Tout le monde n'est pas terroriste en fait dans la région de Mopti. Parmi en tout cas ceux qui se battent dans cette affaire-là. Et personnellement, en tant que parlementaire, j'ai approché des parents de certains présumés djihadistes et qui nous ont dit que leurs enfants, effectivement, d'après les conversations qu'ils ont, les contacts qu'ils ont avec, ils n'ont rien de djihadistes, ils ne se reconnaissent pas à Amadou Koufa, ni à quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des gens révoltés contre le système de l'État. Des gens souvent qui étaient avec Misao ou autres, qui après le départ de ces gens-là ont été dénoncés par les populations civiles elles-mêmes, donc qui se cachent dans la nature, qui en tout cas essaient aussi de prendre l'État comme cible. Tout ce qui concerne les militaires et autres. Hassan Koné, très rapidement, quel type de collaboration faut-il avoir avec nos autres pays de la sous-région, par exemple, très rapidement? Non, ça je l'ai déjà dit, il faut qu'il y ait une collaboration sincère entre les forces de défense et de sécurité dans la sous-région. Et je l'ai dit ici, il y a un proverbe bambara qui le dit, quand on décide de piler le mil dans un mortier, il faut que chacun pile avec beaucoup de sincérité. Et sinon le mil ne sera jamais blanc ou propre comme on le dit. Bon, en réalité, cette collaboration au niveau des services de sécurité en Afrique de l'Ouest n'existe pas en tant que telle. Et je pense qu'avec ce phénomène nouveau qu'on est en train de vivre, il serait intéressant d'aller rapidement à une franche collaboration parce que c'est la seule solution du point de vue des renseignements. Il est bien beau pour une armée d'être efficace dans l'intervention, mais il est mieux
de ne même pas intervenir, de bloquer l'action dans l'œuf. Merci, messieurs, de votre temps et merci d'avoir prêté votre expertise à nos auditeurs de Kaya Kidal. Nous parlions de l'attaque du camp de l'Union européenne de Bamako, la menace terroriste qui s'accroît éventuellement. On était avec Serge Daniel, journaliste et écrivain, professeur émérite André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS, Hassan Kone, il est journaliste, honorable Idrissa Sangaré et Firoun Maïga. Je suis Ousmane Diadje Touré, Peting Diarra est à la technique, Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Cette émission a été réalisée par Ayouba Sow. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi. Shenni Beri Sikika Foba.